Avec autour de la table ce matin, Sabrina Agresti-Roubache, bonjour. Merci d'être avec nous, ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, membre de Renaissance. À vos côtés, Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous, délégué syndical Sud Stellantis à Poissy et porte-parole de Lutte ouvrière. Bertrand Perrier. Bonjour. Bonjour, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et enfin, Marc Toiti, bonjour à vous, économiste et conseiller économique pour eToro. Grâce aux efforts inlassables du président Trump pour garantir une paix durable, je suis heureux d'annoncer la signature aujourd'hui d'un accord de partenariat économique historique entre les États-Unis et l'Ukraine, établissant le fonds d'investissement pour la reconstruction des États-Unis et de l'Ukraine. Une petite réaction, Jean-Pierre Mercier, peut-être Peut-être même une grande. Alors, allez-y, une grande. Pourquoi une petite Écoutez, c'est clair que les États-Unis ont gagné la guerre. Les États-Unis ont gagné cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il est fort à parier que le gouvernement ukrainien n'a pas eu grand-chose à dire pour défendre cet accord-là. Vous voyez rien de positif du tout dans cet accord pour les Ukrainiens ? Ah non, rien. Rien, à part si la guerre s'arrête, oui, voilà. Évidemment, que tout le monde espère, à part les va-t-en-guerre qu'il peut y avoir encore en Occident. Mais oui, c'est les États-Unis qui ont gagné cette guerre. Ils s'approprient l'ensemble des terres rares, etc. Même si il peut y avoir une petite phrase en disant non, c'est quand même les Ukrainiens qui sont encore souverains. Il y a rien de souveraineté là-dedans. C'est les États-Unis c'est les capitalistes américains qui vont faire la loi là-bas. Et c'est très révélateur de la nature de cette guerre. Vous savez, quand vous avez montré cette carte, vous avez tous les minerais, l'uranium, etc. Oui, derrière chaque guerre, il y a des intérêts économiques. Et là, il y avait l'Ukraine à se partager. Avant chaque guerre, d'ailleurs. Oui, avant chaque guerre. Il y avait toute cette richesse à se partager. Et évidemment que les capitalistes américains, là-dedans, ont la grosse part du gâteau. Et ça résume toute cette phrase d'Anatole France où on croit mourir. Et là, je parle pour les Ukrainiens. On croit mourir pour la patrie. En fait, on meurt pour les industries et les banquiers. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui aux travailleurs ukrainiens qui sont dans les tranchées aujourd'hui. Les États-Unis, on y va ensemble pour parler de l'économie américaine. Et là, les signaux d'alerte clignotent dans tous les sens. Les chiffres ne sont pas bons, c'est le moins qu'on puisse dire. 100 jours après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le produit intérieur brut recule de 0,3% pour le premier trimestre du mandat de Trump. Les bourses plongent. Donald Trump leur avait prédit un âge d'or et finalement il se retrouve pour l'instant en tout cas avec une croissance en berne. Alors c'est sûr que beaucoup d'Américains sont inquiets. Jean-Pierre Mercier, je vois suivre très attentivement. Oui, enfin on parlait d'inquiétude. Moi je suis inquiet pour évidemment les populations européennes, mais aussi pour les travailleurs américains, parce que c'est en fin de compte, quel que soit de quel côté on est de l'Atlantique, on va payer cher la politique de Trump. Alors, on ne sait même pas s'il a vraiment une politique. En plus, il marche à l'aveugle. Et c'est un peu révélateur aujourd'hui du système capitaliste où les financiers, les capitalistes, les actionnaires n'ont pas vraiment de vraie politique économique. Mais il a été élu par les classes les plus populaires. Tout le monde l'oublie. Il a été élu justement par les classes les plus populaires, les plus défavorisées. Oui, et alors l'âge d'or, c'est le propre d'un politicien, même si lui, c'est pas un politicien du sérail. C'est un très grand milliardaire, c'est un très grand capitaliste. Ça n'empêche qu'il a usé de toutes les ficelles de tous les politiciens du sérail. On fait des promesses pour se faire élire et puis après on fait le contraire. Bien sûr, si on croit aux promesses, l'âge d'or en France, ça c'est vrai. On est en pleine crise économique. On est en pleine crise économique qui s'approfondit. Ils sont obligés de faire la guerre en Ukraine pour s'accaparer des richesses, pour dominer encore plus le monde, pour défendre la politique des États-Unis et de Trump. Elle est assez simple dans le sens où c'est les intérêts du capitalisme américain qui vont être défendus à travers le monde. Et pour ça, ils sont prêts à piétiner toutes les populations, tous les peuples et à mettre par terre des économies entières. Maintenant, l'économie est tellement mondialisée, elle est tellement imbriquée que chaque décision qui est prise au niveau des États-Unis, elle a un impact sur l'ensemble de la planète.
C'est pourquoi on a créé l'Europe dans un système. On est dans un système où ceux d'en bas, moi je parle de ceux d'en bas, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur salaire, que leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre, de toute façon, on sera perdant des deux côtés. Et la seule solution, alors je suis un peu le seul évidemment à le défendre sur ce plateau, c'est de changer fondamentalement tout ce système. Parce que ce système nous embarque dans le mur, à la fois dans un marasme économique, mais aussi dans une marche à la guerre où on voit de tous les côtés les États qui s'arment jusqu'aux dents pour derrière faire la guerre. Le 24 février 2012, les ouvriers d'ArcelorMittal à Florange en Moselle sont postés devant leur usine pour manifester leur colère après l'annonce de la fermeture des hauts fourneaux. Le candidat du Parti socialiste à la présidentielle à l'époque, François Hollande, monte sur la camionnette de la CFDT et cette image sera un tournant dans la campagne, c'était il y a 13 ans. Je suis conscient de la crainte, l'angoisse qui est la vôtre. Je ne veux pas ici vous faire des promesses que je ne serai pas capable de tenir. Ce qui compte, c'est de parler et de tenir parole. Il y a ceux qui veulent se présenter comme les candidats du peuple et il y a les candidats qui prétendent servir le peuple. Merci. Mais il ne part pas sans proposer une loi empêchant le démantèlement d'usines rentables. Hausse de 25% des plans sociaux en 2 ans et les symptômes de cette crise économique sont violents à l'image de ces postes menacés en France chez ArcelorMittal. Le plus gros contingent de ces postes se trouve à Dunkerque. On va rejoindre sur place Julie Calderon. Exactement, une journée de mobilisation avec surtout une carte postale politique attendue puisque beaucoup d'élus de gauche font le déplacement aujourd'hui. La gauche qui veut montrer qu'elle fait front commun aujourd'hui. Le 1er mai, c'est souvent la journée pour faire passer ce message d'unité sur le terrain. Ils sont venus à Dunkerque pour soutenir les salariés d'ArcelorMittal. Vous l'avez dit tout à l'heure, la moitié des effectifs sont menacés. La moitié de ces postes devraient être supprimés. Jean-Pierre Mercier, je me tourne vers vous sur le sort de ces salariés menacés, cette mobilisation et cette venue de nombreuses personnalités politiques de la gauche en soutien. Est-ce que ça peut suffire, ça ? J'ai la rage. Je vais vous dire la vérité, j'ai la rage. Quand je les vois, ces politiciens de gauche, les Ruffin, Tondelier et compagnie, c'est les mêmes que Hollande. C'est exactement les mêmes qu'Hollande. Hollande qui a fait des fausses promesses, qui a trahi les travailleurs de Arcelor, qui a aussi, en son temps, il y a 13 ans, lors de la fermeture de l'usine de PSA à Aulnay-sous-Bois, dont je faisais partie dans les effectifs, qui disait c'est un plan qui est inacceptable et puis après c'est devenu inévitable. Il nous a planté un couteau dans le dos. Il a planté un couteau dans le dos sur tout le monde du travail et il nous rejoue la même carte. Ces politiciens de gauche, parce qu'ils sont complètement à la ramasse, oui, bien sûr, plus personne ne les croit, tout le monde est écœuré, mais au-delà de ces politiciens de gauche, oui, mais j'apporte ma solidarité et mon soutien aux travailleurs d'ArcelorMittal qui aujourd'hui ont une bataille, un bras de fer à engager face aux actionnaires d'ArcelorMittal. Et dans cette bataille, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Ils pourront pas compter sur les politiciens de gauche. Et il faudra qu'ils trouvent une force en eux-mêmes pour s'adresser à l'ensemble du monde du travail en France. C'est pot de fer contre le pot de terre, là, ce combat que les salariés doivent engager avec ArcelorMittal. Oui, et je considère que le pot de fer, c'est les travailleurs. Dans cette affaire, je pense que le monde du travail, sans le monde du travail, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus d'économie. Et vous l'avez très bien dit, il y a des plans sociaux qui n'arrêtent pas de tomber. Aujourd'hui, on va parler de Jennifer aussi, par exemple, la marque de textile. Oui, et puis dans le groupe Stellantis, dans lequel je travaille, pas loin de Dunkerque, l'usine de Douvrin, de Stellantis Douvrin qui va mettre la clé sous la porte là en décembre. L'usine où je travaille, l'usine de Poissy dans les Yvelines, où il y a une fermeture qui est programmée à très court terme. Oui, aujourd'hui, le grand patronat, je parle du grand patronat, ces actionnaires du CAC 40 nous mènent une guerre sociale à outrance pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs précarés, défendre leurs dividendes. Je rappelle simplement ArcelorMittal, c'est quand même 12 milliards de dividendes qui ont été versés aux actionnaires sur les 5 dernières années. Ils ont bénéficié de 300 millions d'aides publiques. Alors, comme mesure radicale, ce qu'il faudrait, c'est que toutes les entreprises qui font des bénéfices, qui ont reçu des aides publiques, elles doivent être réquisitionnées. On doit enlever... L'État doit intervenir, l'État doit... C'est ça que vous dites ? Je dis qu'il faut les réquisitionner sans rachat.
Il faut leur prendre ces usines. C'est un désastre industriel. Ce sont des responsables d'entreprises qui ont pris les aides publiques et qui décident de faire autrement que ce qu'ils ont pris comme engagement. Et je pense que l'État doit regarder extrêmement sérieusement cette question des aides publiques, cette conditionnalité que l'on demande. Jean-Pierre Mercier. Mais moi, je m'insurge. Bien sûr que l'État déverse un fonds perdu des 200 milliards d'aides publiques, principalement dans les plus grandes entreprises de ce pays. C'est nos impôts. Et ça va continuer de toute façon. Parce que les différents gouvernements qui se succèdent roulent pour eux, roulent pour les actionnaires, roulent pour le CAC 40. Alors bien sûr, quand il y a un plan social, on verse une larme. Bien sûr qu'on va parler après du reclassement, et puis quelques politiciens vont dire « Oh, ça serait bien quand même qu'ils remboursent les aides publiques ». Et alors, le problème, c'est les travailleurs qui sont sur le carreau, qui tombent sur le carreau. Dunkerque, si ça ferme, ArcelorMittal à Dunkerque, ils vont trouver où du boulot ailleurs. Stellantis, ça ferme. Il y a tout un tas d'industries qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Pourquoi ? C'est pas les travailleurs qui coûtent cher. On parle de problèmes de compétitivité, c'est pas vrai. Le coût du travail représente pratiquement pin-up sur, par exemple, la fabrication d'une voiture. Le coût du travail, c'est combien ? 6, 7% maintenant ? C'est le coût du capital qui coûte cher, c'est le coût des actionnaires, c'est le coût du dividende qui coûte cher. Parce que ceux-là, oui, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je défends mon point de vue. Ceux-là, de toute façon, sont prêts à mettre à feu et à sang l'économie pour défendre leur précarité, pour défendre leurs bénéfices et défendre leurs dividendes. Il faut leur ôter ce pouvoir de destruction qu'ont les actionnaires du CAC 40 sur l'ensemble du pays. La réponse de Marc Toiti, puis après ça. Oui, très rapidement. Il faut arrêter de parler du CAC 40. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent l'économie. Excusez-moi. C'est pas la PME qui font 80% de leur profit, de leur chiffre d'affaires à l'international. La France, pour eux, c'est un micro-marché déjà, le CAC 40. Moi, ce dont je vous parle sont les entreprises françaises. Effectivement, quand vous regardez le coût du travail, je suis d'accord, j'augmenterai effectivement les salaires nets. Le problème, c'est les charges qui pèsent effectivement sur ce coût du travail au sens large. C'est là où on n'est pas compétitif. Alors après, bien sûr, on va récupérer. On va récupérer les prestations. Je suis d'accord. Non, mais moi je défends personne. Je suis l'avocat de personne. Moi, je suis l'avocat de la France. C'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a. Alors soit vous enfermez tout le monde, voilà, on séquestre, etc. Non, mais on n'y arrivera pas. Il faut avoir une économie moderne. Mais ce que je veux dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'URSS, on l'a déjà fait essayer. Mais là, on n'y arrive plus. Là, on n'y arrive plus. On est en train de payer le vrai enjeu, c'est que la conséquence de cette guerre sociale et de cette guerre économique qui est ils ont fait 100 milliards de dividendes pour les actionnaires du CAC 40 pour 2024. Arrêtez de parler du CAC 40, c'est de 100 milliards. Mais c'est eux qui dirigent. Écoutez, je travaille. Mais c'est une règle de base. Je vous en prie 30 secondes. Je travaille dans un grand groupe industriel. Alors, Jean-Pierre Mercier, Stellantis. Ils ont les actionnaires, John Elkann, les actionnaires de Stellantis ont le pouvoir de vie et de mort sur des petits patrons, sur des PME. Ils sont en train de les liquider les uns derrière les autres. Et c'est eux qui sont. Enfin, quand je dis que c'est les petits patrons qui en payent le prix, c'est derrière aussi l'ensemble des travailleurs et tout le tissu industriel. On comprend très bien. Je voudrais écouter Sabrina Grestirou. La lutte de classe. On a aujourd'hui ce problème. On est en plein dedans dans la lutte de classe. Il faut penser justement. Quand un patron ferme une usine, on est dans la lutte de classe. Je sais que vous avez dit, Jean-Pierre Mercier, que vous étiez en colère contre ces politiques. En rage même. En rage. Et là, ça vous fait rager de voir ces images ? Oui. Moi, ça me met en rage parce que ils nous ont fait le coup avec Hollande. En 2012, il y a 13 ans. En 2012, ils nous ont fait le coup avec Jospin, la gauche plurielle, avec Renaud Villevorde, avec Michelin. Mitterrand a fait d'énormes grands coups aussi comme ça de valider tous les plans de licenciement, toute la destruction des emplois. Et là, on les revoit parce qu'ils sont tous en fait en campagne électorale pour leur siège. Là, c'est un front uni de la gauche qui est en train d'être présenté. C'est éminemment politique ce qui se joue là. Il n'y a pas toute la gauche, il manque Mélenchon et Roussel. Alors, Jean-Luc Mélenchon, lui, sera à Paris, mais il y a une députée LFI, Aurélie Trouvé, qui est également sur place. Voilà, ils ont envoyé leurs représentants, mais là aussi, ils sont là parce que ils se doivent être là. Ils se disent si on n'est pas là, alors là, c'est pire que tout. Mais visiblement, en tout cas, ils sont bien accueillis par les salariés d'ArcelorMittal. Vous disiez qu'ils entraient en guerre, les salariés d'ArcelorMittal aujourd'hui. Est-ce que pour entrer dans cette guerre, il ne faut pas du soutien et du soutien politique ? Mais bien sûr que tous les soutiens politiques, syndicaux sont bons à prendre. Mais par expérience,
je sais qu'on ne peut compter que sur soi-même quand on est un salarié. Ils auront à un moment donné ou à un autre tous les politiciens contre eux. Ils auront une partie des médias, ils auront l'État contre eux, parce que vous savez, c'est une guerre entre des actionnaires et des travailleurs. On est en plein moment d'une lutte de classe. Votre regard à vous sur ces politiques-là, vous partagez visiblement l'analyse là de Marc Toiti. Non. Ah, un petit peu quand même. Quand il dit que ça devient dangereux, que les travailleurs, les salariés, en tout cas les électeurs, ne se reconnaissent plus dans les politiques. Non, c'est pas dangereux. Il faudrait que ça aille jusqu'au bout. Moi, je trouve justement que une très grande majorité de travailleurs, encore aujourd'hui, espèrent un sauveur suprême. Et ça c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas de sauveur suprême. Malheureusement. J'entendais François Ruffin avec cette image. Bon, tout ça c'est de la tambouille politique, c'est de la tambouille politicienne. Donc oui, mais là-dessus tout le monde sur le plateau. Oui, j'entendais Ruffin qui disait oui, il faut que l'État intervienne, on peut pas laisser tomber les salariés, etc. Oui, ça il dit ça parce qu'il est dans l'opposition. Et si jamais il devait arriver au pouvoir demain, il changera son discours parce qu'ils sont exactement les mêmes. Merci Jean-Pierre. Pourquoi? Oui. Mais ça veut dire ils font exactement la même politique que Macron. Oui, mais sauf qu'ils nous auront... Empire parce que la situation sera encore pire, va encore s'aggraver au niveau économique. Alors juste qu'est-ce que vous proposez? Parce que, allez-y, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Les seuls qu'on n'a pas essayé, c'est les travailleurs au pouvoir. D'accord, mais vous souhaitez quoi? Quand je parle d'interdiction de licenciement sous peine de réquisition, oui, c'est qu'il faudrait qu'on ôte le pouvoir de ces actionnaires qu'ils ont de vie et de mort sur l'ensemble de la société. Il n'y a plus d'actionnaires demain. Et sur l'ensemble de l'économie. Il n'y a plus d'actionnaires demain. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que le monde du travail, qu'on soit caissière, ouvrier, technicien, ingénieur, bref, tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, savent faire fonctionner la société et n'ont pas besoin de patrons vous savez très bien qu'on l'a essayé et pour faire fonctionner l'économie. La réquisition, c'est-à-dire la nationalisation gratuite où on prend le contrôle sans indemniser les actionnaires, elle n'est pas juridiquement possible. Après, dans un état d'une nature différente, qui est peut-être celle que vous appelez de vos voeux. Mais voilà, juste en l'état de notre droit, c'est pas possible. Non, dans une situation où les travailleurs imposeraient leur rapport de force dans toutes les entreprises et imposeraient des politiques économiques qui soient en faveur de la société. Et quand je parle de la société, c'est tous ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre ou leur pension de retraite pour vivre. Oui, là, ça serait possible. Alors, ça serait vis-à-vis des patrons, vis-à-vis de ces propriétaires d'entreprise, ça serait quelque chose, un sacrilège. Oui, ça serait un sacrilège. Mais vous savez, je vais revenir très vite sur un exemple. Les congés payés en 36, les conventions collectives, les 40 heures, etc. C'était, si Monsieur Toiti, si vous étiez à cette époque-là, vous êtes partout, Marc, vous auriez dit comme un économiste très politique, vous auriez dit, mais là, la France va s'écrouler. Et en un quart de seconde, le patronat a signé tous ces accords. C'est pas pareil, non, ça n'a rien à voir. On a avoir des congés et derrière supprimer la propriété privée, non, ça n'a rien à voir. C'est imposer au patron que l'ouvrier soit payé et même alors qu'il ne travaille pas. Pardonnez-moi,